On est blacklisté par YouTube. Voilà, la voix que vous entendez, c'est Axel. Qu'est-ce qu'il est bavard. L'émission commence. Bonsoir à tous. En tout cas, merci d'être avec moi dans cette émission Banque et Finance, épisode 4. On est en train de regarder effectivement le nombre de personnes qui regardaient l'émission. Vous l'avez sur Genius TV, vous l'avez dans votre application effectivement Genius, vous l'avez aussi sur YouTube, mais aussi sur Twitch. Un beau sapin de Noël, tiens, à côté de moi. Et oui, c'est Noël, on prépare Noël. Bienvenue dans cette émission. Ce soir, nous sommes le mercredi 1er décembre et dans moins d'un mois, c'est Noël et dans un mois, bien évidemment, c'est la nouvelle année et dans 20 jours, c'est le rollover. Ceux qui sont sur les futurs auront compris mon clin d'œil. Ce soir, j'invite effectivement une nouvelle fois Axel qui finira par gérer complètement son émission Banque et Finance. Une émission très agréable ce soir et qui va vous aider à vous aiguiller sur les produits les plus intéressants, les actualités qui font le buzz, les personnalités en tout cas aussi qui vous racontent des conneries à longueur de temps de façon à influencer les marchés. Bonsoir Axel. Est-ce que Axel est avec moi? Oui, il est là. Je suis toujours ici. Voilà, bonsoir Axel. Bonsoir. L'homme à la chemise et à la cravate à côté du gars qui est en polo. On voit qui c'est qui bosse et qui c'est qui glande. Hein. J'ai rien dit. Absolument. Je ne veux pas me faire d'ennemis. Bon, moi, il y a un truc Axel, je m'inquiète, je suis super inquiet. J'ai pas reçu d'email avec « j'ai du lourd ». Qu'est-ce qui se passe Axel? On n'a pas de lourd ce soir ou quoi? Non, mais on a du tout à fait intéressant. On n'a pas de grande polémique. Mais on a de quoi réfléchir. C'est le plus important. Des grosses polémiques, il y en a quand même. Le sujet, en tout cas, que les différents sujets que tu as choisis sont des sujets vraiment d'actualité et qui peuvent créer des polémiques très intéressantes. On va parler de beaucoup de choses ce soir. Je vais te laisser la possibilité, bien sûr, de gérer, puisque c'est ton émission, tu es mon invité, tu gères tes éditos comme tu en as envie. Le seul intérêt de cette émission, c'est de vous donner les moyens de réussir vos opérations d'investissement dans les heures qui arrivent. On commence par quoi, Axel, ce soir? Bon, on ne passera pas à côté, donc autant commencer par Omicron et tout ce qui tombe sur le coin de la figure à l'humanité. Alors, on a l'impression que tu vas nous parler d'un jeu vidéo. Je me trompe? Vous avez de la fièvre, vous coulez le nez et vous toussez, ça vous intéresse, bien évidemment. Covid, le retour, phase 3, non, 4, même 5. On est en 6 ici en Espagne. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Axel? C'est le nouveau variant à la mode, hein, qui a été entre guillemets annoncé en Afrique du Sud en premier lieu, me semble-t-il. Donc il y a pas mal de pays qui ont déjà bloqué l'accès aux avions qui provenaient d'Afrique du Sud. Et a priori, il est quand même un peu plus costaud que le Delta ou les autres, donc ça inquiète légèrement les marchés, mais aussi plus globalement les hommes politiques. Et on a eu droit à une interview qui a fait bouger les marchés ce mardi, ou si ça c'était mardi. Durant la nuit, on a le patron de Moderna, Stéphane Bancel, qui a donné une interview au Financial Times et qui expliquait que du coup, la baisse d'efficacité des vaccins, en tout cas des vaccins actuels, pour lui, serait très importante. Et même s'il doit attendre les données, je cite ces mots, hein, ça va pas être bon. Alors, là, on sent bien le côté économique des choses, parce que il y a le côté santé publique. Tout le monde a peur du Covid. Et vous savez que la phase 1 du Covid a fait chuter le marché d'à peu près 40%. Donc forcément, dès que tu dis Covid, c'est de la TNT, ça te saute en pleine gueule. Hein. Ça, c'est clair. Tu fais une interview, Covid, bam, le truc explose. Jusqu'à présent, les marchés ont de la mémoire. Le Covid phase 1 a fait chuter les marchés. On a eu des alphas, des mégas, c'est Goldorak le truc. Et là, on nous sort un Omicron. Est-ce que c'est une marque d'électroménager? Pas du tout. C'est le nouveau virus du Covid qui vient de sortir en Afrique du Sud. Les pauvres, on vient d'apprendre qu'en Catalogne, on l'a depuis début novembre. Ils font l'analyse, en fait, d'après ce que je sais, moi, Axel, tu me diras si je me trompe. Ils font 2 types d'analyses. Ils analysent les malades, mais ils analysent surtout les eaux usées. Ce qui leur permet de dater, bien évidemment, et de savoir si le virus est déjà en place ou pas. Ce qui veut dire qu'écoute bien, Axel, d'après ce que tu nous dis, on a un nouveau virus qui vient d'arriver, qui risque de faire chuter les marchés, et on nous dit derrière, mais t'inquiète, le virus, il est là depuis un certain temps. Oui, mais il est grave. Ben, s'il était grave et qu'il est là depuis un certain temps, en fin de compte, il n'est pas si grave que ça. Ah, mais si, je te promets. Alors, à qui profite ce crime, Axel?
À qui, effectivement, ce crime profite et qui va profiter économiquement de ce crime? Bah, bien sûr, les grands laboratoires. Hein. D'ailleurs, on a, on a Stéphane Bancel qui a vendu 10 000 actions, enfin, en plusieurs fois de Moderna. Après la forte hausse, du coup, après l'annonce d'Omicron, il y a eu une forte hausse de Moderna, autour de 20% de mémoire. Et on a profité pour tirer son épingle du jeu. Mais oui, en effet, les grands gagnants, ce seront les laboratoires. Alors, moi, je vais faire l'avocat du crime et l'avocat du diable. Écoute bien. Tu as un vaccin, tu le vends, tu prends tous les milliards qui traînent. Hein, tu en as à droite, à gauche. Au début, tu essayes d'aller tout droit, puis après, tu prends partout, ça traîne. Tout le monde gueule. Tu dis, écoute, on va calmer le jeu. Ce qu'on va faire les mecs un petit peu sympas, un petit peu altruistes. On vous les donne. T'es con quand même, il y avait des milliards. T'inquiète. On te sort Omicron. Le mec prend le micro, touc, on m'entend, 1, 2, 1, 2. En fin de compte, l'ancien vaccin va plus être bon, on vous en donne un autre. Le mec, bien sûr, le vend. Tu as 2 labos, c'est ce que tu disais, Axel, si je me trompe. Tu as 2 labos, tu en as un qui dit, bah non, l'autre il marche, et l'autre dit, ah non, il marche plus, il faut en refaire un nouveau. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça, d'autant plus, comme vous le disiez, que des hauts dirigeants de Pfizer, eux, ont réagi en expliquant qu'ils avaient un bon degré de confiance quant aux 3e doses de leur vaccin, qu'il n'y aurait pas forcément besoin de faire un nouveau vaccin, la protection serait relativement bonne. Et c'est vrai qu'on a des dirigeants des 2 plus grosses structures émettrices de vaccins contre le Covid qui vont dans des sens opposés, mais on sent quand même derrière la patte de je vais fournir un vaccin en abonnement chaque année pour soigner des différents variants du Covid. Je voudrais que tu me dises si véritablement tu as une explication sur ce truc-là. Bon, on a compris, hein, les mecs ne sont pas cons, ils sont loin d'être altruistes. Je crois même que l'un des patrons d'un des 2 laboratoires n'est même pas vacciné. C'est ce qui court en tout cas comme bruit. Je veux que tu m'expliques un truc. Quand on parle Covid, quand on parle vaccin, on parle américain. Il n'y a personne d'autre sur la planète qui a sorti un foutu vaccin, c'est quand même incroyable. Pfizer monte en flèche, qui c'est qu'on a d'autres? Johnson & Johnson, qui c'est qu'on a d'autres? Bref, tous ces gens-là, effectivement, explosent, mais il n'y a pas d'autres laboratoires qui ont trouvé un vaccin pour essayer d'être... Moi, je pense surtout au principe antitrust. Si on a un vaccin, d'ailleurs, qui était déjà payé, quand on sait que la recherche du vaccin anti-Covid était déjà payée parce qu'il avait préparé depuis quelques années, ils ont simplement modifié un espèce de truc pour contrer le spike, parce que le spike, c'est effectivement l'origine du vaccin qu'il faut atteindre pour pouvoir le programmer. Je ne suis pas médecin, mais bon, je fais comme toi, j'écoute, j'entends et j'analyse. Il n'y a pas un autre laboratoire qui a ces purées de vaccins. On a toujours les 3 Américains et basta, c'est réglé. On a quand même d'autres laboratoires, mais le problème, c'est la confiance que les pays développés, enfin les pays occidentaux et les alliances stratégiques entre les pays. On a ce problème de, nous, en tant qu'Européens, on doit acheter américain puisqu'on a des alliances avec eux. Attends, Axel, on a quand même Sanofi. On a quand même l'Institut Pasteur. Tu vas pas me faire croire que les mecs ont un vaccin que nous, on ne sait pas faire. Ça fait 2 ans qu'on subit cette merde. Il y a un moment, il va quand même bien falloir qu'on sache faire à la maison, parce que sinon, on va être encore dépendant pour les énergies des Russes et dépendant pour la santé des Américains. Nous, on va finir sur le trottoir. Excuse-moi du peu, l'image est pas belle, mais ça va finir comme ça, l'histoire. Hein. Il n'y a pas la possibilité. Si tu as regardé un petit peu, il n'y a pas une possibilité, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui disent qu'il n'y a pas besoin de faire un nouveau vaccin. L'autre dit oui, il faut tout recommencer. Les autres, véritablement, disent non, ça va le faire, t'inquiète, ça passe. Mais il y en a même qui disent, très sincèrement, que ce variant-là serait moins important que le premier, donc SRAS. Ça veut dire qu'en fait, sachant qu'on est vacciné, le vaccin a muté, mais les individus eux-mêmes ont créé des anticorps qui permettent de lutter contre une variante de vaccin. Parce qu'il n'y a rien d'anormal à ce que le variant existe. Il est là, le variant, il vit, c'est normal. Je crois qu'il faut surtout se résigner à vivre différemment, Axel. On va vraiment avoir un nouveau vaccin distribué. Il va vraiment falloir acheter encore du Pfizer sur les marchés? Sans aucun doute, on a quand même les lobbies pharmaceutiques sont quand même parmi les plus développés, les plus développés de toute l'industrie. On a de grandes chances d'avoir un vaccin, comme j'aime bien utiliser cette expression, mais des vaccins par abonnement, chaque année avec une petite mise à jour. Mais comme vous le disiez, nous, on n'entend parler que des vaccins américains, etc. Mais il existe d'autres alternatives. Il y a les Chinois, il y a aussi
le vaccin russe, le Sputnik V, etc. Il y a des alternatives, mais tu l'as vu dans les CHU en France, toi, le vaccin russe? Moi, je ne l'ai pas vu, moi, dans les CHU. On n'en parle pas. Le vaccin russe, il paraît même que les Chinois en ont fait un. C'est assez bizarre. En tout cas, eux, ils ne pénètrent pas le U. Hein. Ça, c'est certain. On y dit une question de partenariat et compagnie. Mais moi, je suis très, très, très inquiet. Non pas par la souche du variant, mais je suis très inquiet parce que je me dis qu'on commence vraiment à nous prendre pour des cons. Mais sincèrement, on nous prend pour des cons. Parce que, je vais t'expliquer, si tu me le permets, si vous me l'autorisez, mon point de vue. 1, ton inflation est au maximum. On te dit par exemple qu'en Espagne, on a sorti les chiffres de l'Espagne, on est à 5,2. 2, Joe Biden serre les fesses parce qu'il ne peut pas monter les taux, parce que à la seconde à laquelle il va augmenter les taux, la dette des États-Unis va augmenter par 3 ou par 4. Ça, c'est mécanique, Axel, tu es d'accord? À partir du moment où ils doivent de l'oseille, ils sont emprunteurs, les taux d'intérêt augmentent, tu multiplies la dette, on est bien d'accord. Ils multiplient la dette, forcément l'économie américaine ne vaut plus grand-chose, ça risque d'aller mal. Ça arrange tout le monde, l'histoire. Comme on doit effectivement avoir un principe de marché qui doit se casser la figure parce que les prix sont trop hauts, et toi tu le sais, toi qui travailles chez des institutionnels, plus personne achète quoi que ce soit. Ils sont morts de trouille, les mecs. C'est dès qu'il faut sortir $1 pour acheter, oh là, attends, gestion du risque, secteur du développement, analyse du risque à droite, à gauche, au milieu. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, trop tard. On ne sait plus acheter, Axel. On ne sait plus acheter le marché. Donc, qu'est-ce qu'il faut par rapport à ça? Bah, il faut sortir une merde. On va sortir Omicron. Alors, d'abord, est-ce que tu as une info? Pourquoi il ne s'appelle pas comme l'autre? Alpha, bêta, gamma, sans bouillir ou avec je sais pas, avec de la bouillie. Pourquoi ils ne s'appellent pas comme les autres? Pourquoi ils ont changé de nom, Axel? J'en ai aucune idée, j'ai pas l'info. Ça trouble pas. Tout l'alphabet. Non, mais ça te trouble pas, ça ça soit un nom différent? C'est assez bizarre, non? Je sais pas, peut-être que c'est marketing. Hein. J'en ai aucune idée, pour être tout à fait honnête. Bon. Ça change pas. Attends, j'ai Elvis qui est à côté de moi qui lui me donne ça, mais j'ai Axel de l'autre côté qui me donne sa raison, Elvis. Donc j'ai même pas entendu ce que tu m'as dit. Ah oui, donc Omicron. Pourquoi pas, Axel? Omicron. Ça serait venu à l'idée d'appeler un truc comme ça, Omicron. Sincèrement, on ne comprend pas trop. Alors, est-ce que tu as vu aussi qu'il n'y a pas beaucoup de médecins Est-ce qu'on peut voir Axel, s'il vous plaît, à l'écran avec moi? Est-ce que tu as vu ou entendu qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui se prononcent sur ce truc-là? Parce qu'on nous a fait manger, effectivement, le SRAS qui est devenu Covid, la Covid, et maintenant, effectivement, Omicron. Tout le monde est dans l'expectative. On ne sait plus quoi faire. Est-ce que les marchés vont vraiment tomber à cause de ce truc-là, sincèrement, pour toi, Axel? Je pense que les marchés sont habitués, et d'ailleurs ça va dans le sens des analyses de certains grands institutionnels internationaux comme JP Morgan, qui eux voient très bien une normalisation post-Covid qui continuera de s'affirmer au niveau mondial en 2022. Ils ont déjà mis des cibles, vous avez envoyé un petit tableau parmi pour les marchés actions en 2022, ils voient un marché haussier. Pour être tout à fait honnête, le marché est sans doute beaucoup trop cher pour ce qu'il vaut, surtout dans une période aussi complexe que celle-là. Après, les investisseurs ont changé, et puis est-ce qu'on s'est pas habitué à ce contexte de forte volatilité, d'avoir eu des épées de Damoclès, différentes épées de Damoclès au-dessus de la tête? Je suis incapable de le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on paye trop cher un actif A. Et est-ce qu'on va avoir une retombée mécanique? Sans aucun doute. Mais est-ce que ce sera à cause du Covid? Sans aucun doute non plus. Mais on a aussi les taux, on a aussi l'inflation. D'où va venir la balle? C'est ça, il faut un alibi. Florian nous dit, Luc, Omicron, c'est une lettre de l'alphabet grec, c'est vrai. Mais il a sauté 2 lettres. Okay. Alors l'OMS nous dit, c'est pour effectivement que ça soit plus facile à comprendre, parce qu'oméga, alpha, ça fait un peu, tu vois le mec qui est au micro, Alpha, Tango, Charlie. Bref, peut-être que c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Florian, de ta réaction et de ta précision. En tout cas, a priori, les laboratoires ont de bons jours devant eux, les fabricants de masques aussi, ceux de l'alcool, bien évidemment. On a juste envie de se dire, ça va être un super alibi pour une chute très violente des marchés financiers
Omicron, alors c'est vrai que c'est pas le moment d'acheter d'American Airlines ou du Delta Airlines ou du JetBlue ou ce que tu veux, ça c'est certain. Le pétrole en prend plein la tronche pour pas un rond parce qu'avec la peur d'Omicron, bien évidemment, on se dit que la demande de pétrole va baisser. Ça arrange tout le monde, y compris Biden, Axel, parce que Biden était ennuyé, parce qu'il sait que l'inflation, la base de l'inflation, c'est quand même l'énergie. Plus le pétrole est élevé, et plus tu as de l'inflation. Donc là, en l'occurrence, si jamais avec Omicron, il y a moins de voyages, il y a plus de frontières fermées, on va se retrouver dans un système de confinement, forcément, il y a une peur sur la demande. Qu'est-ce qui va se passer ? Les producteurs vont effectivement limiter leur production de pétrole. Et nous, si on continue à consommer, attention au risque d'inflation. Pour l'instant, la peur, c'est qu'il y ait moins de demandes que d'offres. Mais pour le moment, c'est l'inverse. Effectivement, il y a beaucoup de chances pour avoir de l'inflation. Cette inflation qui nous pend au nez. Voilà, au moins, c'est réglé. Oui, Stéphane qui nous dit « Je sors du métro à Paris, c'est pire qu'une boîte de sardines. Ils n'en sont plus à Omicron, ils en sont à vive le Covid. » C'est vrai que quand tu prends le métro à Paris, à mon avis, c'est une véritable, comment dire, une souricière. C'est une ferme à Covid, ces fameux en tout cas métros. C'est évident. Économiquement, faites attention, soyez prudents, tout est possible avec d'ailleurs la chute ce soir du YM, du SP, du Nasdaq, tout se casse la figure, on l'avait vu depuis l'Open, c'est pas venu tout de suite, mais là ça commence à se péter la figure. Merci à toi Axel pour ce sujet. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cet Omicron ? Non, moi j'aimais bien le parallèle entre les analyses du coup plutôt sociétales par rapport à la pandémie, au développement de ce virus, et quand même la vision des banques et des analystes chez eux qui voient quand même un marché haussier pour, j'avais mis les scores, ils voient une hausse de 9% en 2022, c'est quand même contradictoire. Avec un taux d'intérêt qui monte, avec un taux d'intérêt qui monte, avec un Jérôme Powell qui annonce la remontée des taux d'intérêt en 2022 et voit 9% en 2022. Mais qui c'est le mec qui fait les notes là ? En fait, moi je vais te dire. JP Morgan. Ah ouais, JP Morgan. Je vais te dire un truc en étant sincère, en n'ayant absolument rien contre les institutionnels et les market makers. Quand tu es institutionnel, hedger, asset manager ou même émetteur de produits, que tu es sur un marché très cher, tu as envie de vendre. Sauf que quand tu veux vendre, il faut te trouver quoi ? De la contrepartie. Forcément, des acheteurs. Il n'est pas question que tu viennes au micro, Axel, et que tu dises « c'est la merde, vendez tout ». Parce que dans ce cas-là, tu n'as pas de contrepartie, ton produit chute, tu perds de l'argent. Au contraire, quand tu es au plus haut et que tu as envie de dégager, tu passes des petits signaux en disant « oh là là, génial, les prévisions économiques, on va dépasser même les attentes ». Forcément, qu'est-ce que font les bourrins ? Ils achètent comme des clampins. Toi, tu vends effectivement derrière et tout le monde sort. Comment on peut le vérifier, Axel, cette information ? En gros, on a tous accès à ces informations pour savoir si les grosses sortent ou pas, Axel. C'est facile, n'est-ce pas ? Oui, on peut regarder il y a pas mal de sites qui référencent les sorties, notamment des dirigeants et des personnes membres des conseils d'administration des grosses sociétés. On peut regarder les différentes pondérations dans le capital social des grandes sociétés ou sur certains ETF, etc. Si on voit qu'il y a des proportions de gros asset managers qui diminuent fortement ou de grands CEO qui vendent, qui liquident toutes leurs parts, on y a accès en effet sur Internet très facilement. Ça s'appelle un insider quand ils sortent de leurs opérations, qu'ils sont CEO ou alors market maker ou alors institutionnels, ils doivent faire des déclarations auprès de la SEC en particulier, des déclarations qui sont rendues publiques, même si vous avez envie de vomir pour certains qui se barrent avant le Covid et qui gagnent 5 millions de dollars, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a pas de moralité dans ce marché et c'est comme ça. Merci beaucoup Axel pour ces éclaircissements sur cet Omicron. Sujet suivant. J'avais envie pour une fois de faire un petit sujet un peu historique. C'est vrai que on n'est pas passé à côté des opérations de prépare General Electric il y a quelques semaines, puisque courant novembre, de mémoire le 9 novembre, ils ont annoncé un split un peu particulier. Et je trouvais ce sujet intéressant parce que General Electric, c'est quand même une société qui historiquement fait partie des grands mastodontes américains. Bien sûr, absolument. Et d'un point de vue un peu plus, si on regarde un petit peu par le passé, c'est quand même la boîte qui a créé Thomas Edison, l'inventeur de la centrale électrique, de la chaise électrique, de l'ampoule.
et du courant continu. Il travaillait d'ailleurs avec un certain Nikola Tesla qui lui prenait le courant alternatif à l'époque. Et ça a été pendant un temps la société la plus valorisée au monde, notée AAA, devant, j'ai mis un petit graphique si jamais, devant ExxonMobil et toutes les sociétés technologiques qui n'étaient pas en plein boom à l'époque. Et malheureusement, suite à la crise financière de 2008, issue de toute la spéculation sur les subprimes, cette société a vu ses montants de dette passer à un stade colossal dans son bilan pour atteindre environ 140 milliards de dollars, et elle ne s'en est malheureusement jamais remise. Et donc du coup, le 9 novembre, on a le nouveau CEO Larry Culp qui a annoncé un split un peu particulier. Il va splitter la société en trois. Juste une chose, on parle de split d'activité. N'allez pas chercher sur les cours et les marchés, on n'est pas en train de splitter le nominal. Hein. On est véritablement dans un split d'activité et c'est très important. T'écoutes, Axel. Oui, et le split est un peu particulier. Si j'ai bien compris toute l'opération, on va quand même avoir une division d'actions, mais qui va donner droit à plusieurs sociétés actions différentes publiques. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Si j'ai bien compris le c'est vrai que c'est un petit peu complexe. On devrait avoir du coup 3 entités distinctes, comme le General Electric Healthcare sur l'aviation et bien sûr sur l'énergie, puisque la volonté de Larry Culp était de stabiliser l'ensemble des activités, notamment parce qu'il subit une forte pression de son conseil d'administration, qui subit une forte pression des investisseurs quant à toutes les problématiques d'énergie renouvelable. Forcément, ça joue sur le reste des activités. En outre, on sait que ce split va se faire courant 2023, et il a envie de pérenniser l'ensemble des autres entreprises, des autres activités, notamment de l'aviation, et également céder les plus petites parcelles d'activité pour éviter de trop s'étaler. Parce que c'est vrai que General Electric, aujourd'hui, ils font tout. Ils font tout. Ils n'ont d'électrique qu'une partie de l'activité. C'est ça. Ils font du médical, c'est ça. Ils font de l'aérospatial. Ils font de l'électricité, ça c'est évident. Ils font un peu d'énergie, c'est certain. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Oula, ils ont beaucoup. Ils faisaient du leasing en B2B pour de l'aviation. Ils faisaient du leasing d'avion. Ils font de l'électroménager, il me semble aussi, si je dis pas une connerie. Je crois qu'ils font un peu d'électroménager aussi, ou un truc comme ça, il me semble avoir lu tout ça. Donc la politique change. Et j'étais dans les biopharma aussi. C'est ça. Leur politique change. Ils vont diviser leurs activités, qui étaient déjà divisées, mais mis sous le même toit. Là, cette fois-ci, on split tout. Ils ont intérêt à le faire, ça, parce que si véritablement il y a split d'activité, split de nominal d'action, effectivement, sur les marchés, ils vont donc étaler la confiture, ils risquent de voir leur cours dévaluer de manière mécanique, ça c'est certain. Est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? Et d'ailleurs, pourquoi ils le font, Axel? Dans un souci de compétitivité? Alors, dans un premier temps, oui, et puis surtout pour pérenniser, pour éviter qu'une activité comme, j'ai envie de citer l'énergie, mais qu'une activité comme l'énergie qui justement face à de nombreux enjeux sociétaux, enjeux écologiques, etc., deviennent entre guillemets polluer le bilan et polluer l'image des autres activités et freiner le développement de la structure. C'est vrai qu'aux États-Unis, alors tout n'est pas General Electric, c'est certain, mais aux États-Unis, en particulier le réseau électrique est pas génial. Il y a des coupures en permanence, c'est vieillissant, c'est vieux. Elon Musk s'est foutu d'eux il n'y a pas très longtemps. Parce que lui est arrivé au Texas, il a branché une pile sur le réseau effectivement du coin et il leur a expliqué que c'était des billes qui n'y connaissaient rien. Il est temps de moderniser tout ça, de devenir compétitif et effectivement tenir la pige à soi-disant les milliardaires de ce monde qui ont tout compris face aux vieilles industries, parce qu'il faut le dire, Axel, c'est une vieille société, mais il y a un adage qui dit qu'on fait les meilleures soupes dans les plus vieux pots. Et je suis d'accord, c'est une valeur. Je vais te confier un truc, Axel, et tout le monde, tous ceux qui sont sur Genius TV tous les jours en live avec nous peuvent en attester. C'est une valeur que je regarde tous les jours, et qui pèse dans le marché US. Et je suis certain que cette valeur, écoute bien, va exploser. Je suis sûr que General Electric est un investissement à moyen long terme juteux, même si pour l'instant ils subissent malheureusement le contre-coup de l'actualité. Et c'est sûrement pour ça, Axel, qu'ils veulent splitter leur activité, parce que ras-le-bol d'être sensible à tous les étages. Dès qu'il y a un pain de mouche, c'est tout General Electric qui tombe, alors qu'en fait, ils pourraient n'avoir qu'une partie de leurs activités qui tombent, alors que les autres pourraient bénéficier
du côté effectivement acheteur dans le cadre de la répartition des masses financières. C'est une phrase bien longue, ce que je viens de dire. C'est clair. Oui, d'autant plus qu'ils ont vécu l'exclusion dans le Dow Jones, c'était l'année dernière, me semble-t-il. Ils ont été exclus du Dow Jones, ils ont vécu ça comme une humiliation, parce que ça fait plus d'un siècle, ça fait environ 100 ans, je crois, qu'ils y étaient. C'est quand même une opération qui fait mal à l'honneur, mais avec la nouvelle arrivée, enfin l'arrivée du CEO Larry Culp, ils ont déjà réduit leur taux d'endettement de 140 milliards j'ai noté 23, non pas 23 milliards, 65 milliards, donc il y a déjà une belle direction qui est prise. Oui, ça faisait beaucoup quand même. Ouais, mais ça faisait beaucoup. Et puis ils comptent poursuivre ce désendettement de la société avec le plus gros programme de rachat d'actifs, rachat d'obligations de l'histoire. Ils vont racheter pour 23 milliards de dollars de leurs propres obligations pour encore abaisser ce taux de dette et céder du coup les plus petites activités, comme on en parlait, les biopharma et le leasing aéronautique. C'est très intelligent. En tout cas, chapeau à ces dirigeants de General Electric, une entreprise, une vraie entreprise, pas une boîte qui se fait IPOter sur le Nasdaq et qui est incapable de vendre quoi que ce soit et qui lève 350 milliards pour le mardi, dire on va peut-être être dans la merde, ça c'est clair. Une belle transition peut-être d'ailleurs avec un autre sujet, Axel. Ah bah oui, tout à fait. Je suis un petit peu l'actualité des fintech et je pense que vous l'avez déjà utilisé celle-là. On parle de Stripe qui avait annoncé son IPO pour 2022. C'est une des 2 grosses IPO que j'attendais pour cette nouvelle année avec Discord et malheureusement a priori ça ne se fera pas. Ça a été annoncé à la télévision sur CNBC. Encore un signe de risque majeur de baisse. Une grosse société comme Stripe. Stripe, Axel, on explique un petit peu Stripe, l'activité de Stripe. Stripe, c'est un géant du paiement. Quand on parle de géant, c'est pas la fintech française ou la fintech américaine, c'est la fintech internationale qui fonctionne dans tous les pays, à tous les niveaux. Quand on vend sur Internet, on peut passer par le système Stripe pour récolter les paiements et manager le cash de sa société. C'est vraiment un outil fabuleux. C'est une grosse société. C'est une très très grosse société qui avait pour objet effectivement de rentrer sur les marchés. Sauf que Stripe, effectivement, là, se pose des bonnes questions. Est-ce qu'on va faire une IPO ou est-ce qu'on n'y va pas, en fin de compte? Et Stripe remet absolument tout en cause. Alors, est-ce qu'il s'explique, Axel? Est-ce qu'il s'explique par rapport à cette décision? Les raisons qui sont invoquées sur CNBC, c'est que une IPO pourrait freiner le développement de la structure. En outre, ils se débrouillent très très bien avec du capital privé. Ils ont fait une levée de 600 millions en mars, donc ils arrivent à trouver du cash facilement. Et puis c'est quand même on a quand même beaucoup d'impératifs quand on a du flottant qui se balade sur les places boursières. Et peut-être que... Il faut rendre des comptes. Ah oui. En l'occurrence, tu peux pas tout faire par toi-même, tu n'as pas le monopole de la décision, tu es obligé d'expliquer à tout le monde ton bilan, tes activités, ce que tu veux faire, tu es obligé effectivement de rendre des comptes, ça c'est certain. Ils ont peut-être pas envie de se mouiller là-dedans, ça c'est clair, parce que ça met parfois en péril les entreprises, ou quand il n'y a pas de décision possible, parce que tout le monde y va de sa propre analyse, tu es bien obligé effectivement à un moment de dire moi je me casse parce que c'est plus possible. Donc je pense que leur IPO pour aller chercher du cash, c'était plutôt le côté cupide de l'affaire, parce qu'il y a des milliards qui sont inexploités et inutilisés actuellement. Il y a beaucoup d'argent qui est inutilisé. Stripe, c'est une société qui a pignon sur rue, qui est connue effectivement comme une société rentable, bankable, et ça c'est forcément important. Mais en même temps, ils se disent on va peut-être faire rentrer un peu tout et n'importe quoi dans le capital, donc on n'a peut-être pas envie de mettre du monde au board. C'est peut-être ça l'idée. Oui, mais ça rajoute beaucoup de contrats, comme je le disais. D'autant plus que ils ont quand même de beaux projets pour les années à venir, notamment le déploiement du terminal de leur propre terminal de paiement en Europe, également les émissions de cartes virtuelles pour un petit peu uniformiser leur offre au niveau mondial et fluidifier le trafic de cash à travers leur structure. Ils ont quand même beaucoup de... Je vous en prie. Est-ce qu'ils n'ont pas compris que le vent tournait quelque part? Est-ce qu'ils n'ont pas compris que le monde tournait et que le vent tournait? Ça permet aussi de faire une transition vers le prochain sujet. J'avais quelques infos en plus sur Stripe. Vas-y.
Ce que je trouve génial dans cette société, c'est leur politique M&A ultra agressive. Ils ont notamment leur volume de transactions qui a doublé ces 2 dernières années. Ils sont autour de 18 milliards de dollars qui traversent du coup la structure Stripe, et ils rachètent des entreprises aux activités qui permettent de déployer la solution au travers de tous les utilisateurs, aussi bien B2B que B2C. Ils ont racheté, alors je les ai notés, Raiko pour l'automatisation des paiements in-out en B2B, PayTag pour l'authentification par carte, les logiciels de simplification fiscale internationaux. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir que cette société se comporte déjà comme un GAFAM. Et Ouais, elle cherche à truster au max et de prendre tout un pan effectivement du marché. Nous, on est clients Stripe. Nous, on est clients Stripe, Axel. Dans notre solution de paiement en ligne, on est Stripe. Ouais, ben, c'est une solution qui marche en plus, qui marche mais ultra bien. Ça facilite beaucoup la tâche des entreprises, ça c'est certain. Donc c'est vrai qu'ils agissent, tu as parfaitement raison de l'analyser comme ça, c'est une bonne valeur qui n'est pas en bourse, l'IPO effectivement est repoussé apparemment, voire même annulé, mais en tout cas Stripe c'est une bonne valeur parce que c'est une valeur qui est en train d'agir comme une GAFA sans avoir la nécessité d'être sur les marchés. Exactement, d'autant plus qu'ils ont déjà une valorisation qui est hyper importante, exponentielle, de 100 milliards de dollars. Ils sont déjà valorisés à 100 milliards, donc c'est vrai que faire une IPO à ce niveau-là, soit ils ont vraiment besoin de cash pour un énorme projet qui va leur coûter beaucoup plus que ce qu'ils ont en trésorerie, au moins pour sécuriser les taux de cash et le BFR. Sinon, c'est vraiment qu'une question, comme vous le disiez, de cupidité. C'est ça. Moi, je pense qu'à la base, c'était ça. Pourquoi on n'irait pas chercher le pognon là où il est? Puis en fin de compte, on se regarde, puis non, on n'en a pas besoin parce que ça va être plus un bordel plutôt qu'autre chose. Il faut savoir qu'une société qui est en bourse, c'est aussi une société qui se fait auditer en permanence, sur laquelle il y a des contrôles fiscaux, sur laquelle il y a tout un tas de trucs. Ils n'ont peut-être pas non plus envie de montrer à tout le monde ce qu'ils font, quoi. Ça, c'est certain. Et oui, tout à fait. Il n'y a rien à ajouter. Voilà. Bah écoute, j'ai essayé de faire la transition tout à l'heure, je me suis gonflé. À toi de la faire maintenant. Désolé. Alors, on ne l'oublie jamais, chaque semaine, on en entend un petit peu parler. On garde toujours le meilleur pour la fin. Notre ami Elon a encore fait parler de lui cette semaine et ça n'a pas raté. Mais cette fois-ci, on parle pas de Tesla. Il est incroyable. Le mec est incroyable. Bon, on a quand même détecté le garçon, c'est clair. Au début, c'est un génie. Ensuite, c'est quand même un mec qui essaye d'être altruiste. En définitive, on s'aperçoit que le mec est capable d'aller te faire les poches sans même tu t'en aperçoives. Il te raconte une belle salade et il vient de chercher 1 milliard tranquillou en une semaine. Lui, il sait faire un pop and up. Ça, il sait le faire. Et puis maintenant, sortez vos mouchoirs, Axel. Oui, il a émis un mail en interne pour SpaceX cette fois-ci, dans lequel il expliquait que suite au départ de l'ancien vice-président de la propulsion, Will Selsley, pour SpaceX, ils avaient des gros problèmes de production de leurs moteurs Raptor. Donc les moteurs Raptor, c'est les moteurs qui alimentent les fusées Starship. Et les fusées Starship sont les fusées qui emmènent notamment les satellites Starlink en orbite autour de la Terre, donc pour créer, mettre en place et gonfler l'offre l'offre Internet que propose Musk. C'est là-dessus qu'ils gagnent de l'argent, on est d'accord. C'est en mettant des satellites sur orbite qu'ils gagnent de l'argent et forcément c'est un pan de son activité. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement chez SpaceX et pourquoi Musk écrit non pas sur Twitter mais plutôt à ses employés par email? Et surtout, qu'est-ce qu'il leur dit? Oui, alors tout d'abord, il explique que la crise de production de Raptor est bien pire qu'il n'y paraissait, tout ça. Les Raptors alimentent ces fusées et ils devaient en lancer toutes les 2 semaines dès 2022. C'est là où le problème se pose, parce qu'ils devaient en lancer déjà pour balancer du fret. Je crois qu'ils bossent avec la NASA pour alimenter l'ISS. Absolument. Et aussi travailler sur tout l'aspect un peu touristique, un petit peu loisir que SpaceX normalement devrait mettre en place. Donc c'est vrai ils ont envoyé déjà des personnes en orbite, SpaceX. Il y a déjà le tourisme spatial, ils sont tous là-dessus comme des malades, que ça soit Branson, que ça soit effectivement Musk, ou même Bezos, il me semble aussi. Donc tout le monde effectivement est parti dans l'idée d'aller faire du voyage spatial.
Puis en fin de compte, non, quoi. Le Raptor, d'abord, oui, c'est vrai, il y a un problème pour la propulsion, mais il y a surtout, il a des problèmes, le Raptor. On sait que tout ne va pas bien dans la mécanique du Raptor. Il a besoin absolument d'aller regarder, de reprendre des plans et de modifier des choses. Et là, il est vraiment dans le caca. Parce que sincèrement, tu crois que c'est réel ce qu'il va envoyer ou c'est plutôt encore un coup dans lequel il essaye de trouver la compassion de certains pour faire passer la pilule, trouver un peu de cash et reprendre encore un coup d'1 milliard? Il faut savoir que les Raptors, il y en a besoin il y a besoin de beaucoup de Raptors pour faire décoller une fusée. C'est environ 39 Raptors par Starship. J'ai l'impression de parler d'une série. C'est environ 39 Ouais, Raptors par Starship. Raptor, c'est tous les dimanches à 13h sur la Une, ça c'est clair. Et du coup, ils ont beaucoup de... ils n'ont pas un modèle de Raptor. Ils ont plusieurs modèles de Raptor qui sont du coup en développement et ils ne savent pas encore déjà lequel va fonctionner et surtout lequel ils vont utiliser. C'est là qu'il y a un énorme problème. Musk a raconté qu'il n'irait pas faire ses vacances de Thanksgiving malheureusement et qu'il travaillerait avec à l'usine comme tout le monde. Oui, il n'y aurait pas, c'est vrai, il n'y aurait pas de vacances de Noël ni pour lui ni pour les employés. Pour les employés, tout le monde doit être solidaire de l'entreprise, absolument. Il faut savoir aussi que voilà, on avait quand même le premier vol de Starship le premier vol orbital de Starship qui était prévu pour janvier ou février. Ça va être un petit peu juste au niveau timing. Il pourra sans doute en plus pas tenir donc du coup cet engagement et il émet quelques réserves sur le premier lancement de sa fusée. En gros, il explique que la première pourrait sans doute exploser encore une nouvelle fois. C'est un peu la spécialité de SpaceX, on sait par où ils sont passés. Et il n'est pas sûr que la fusée atteindra l'espace en 2022. Alors, il y a une question excellente de la part de Stéphane dans le chat qui dit la vente de ses actions, parce qu'il y a les siennes, hein, on sait, les actions Tesla qu'il a vendues. Il a vendu aussi les actions de son frère, si je ne m'abuse, c'est ça. Ça ne serait pas en rapport justement avec SpaceX, une société qui, a priori, parce que c'est ça l'idée en fait, c'est de dire qu'il a vendu ses actions pour soutenir en fait une entreprise qui était dans le déclin et qui risquait bien sûr d'avoir des gros problèmes. Est-ce que c'est réel tout ça ou est-ce que c'est encore une fois un gros bateau? Mais c'est vrai qu'il a rappelé dans son mail que Starship était SpaceX était une société à 90% financée en interne. Et que même s'il a réussi à lever des milliards ces dernières années, il y a des petits problèmes de trésorerie, notamment à cause du développement de ce moteur. Et on en avait peut-être parlé la dernière fois lorsqu'on avait évoqué les ventes massives d'actions Tesla par Musk et par Elon Musk et Combal, son frère, un déplacement de capitaux pour rentrer, pour apporter de la liquidité sur ces autres structures. C'est ce qu'on avait évoqué la dernière fois, c'est possible. En tout cas, il est suicidaire parce que si c'est pas ça, avec son annonce, il va faire fuir tous les investisseurs à droite et à gauche. Déjà qu'il faut savoir que des gros, ce qu'on appelle des whales, sont déjà partis des gros investisseurs dans Tesla sont déjà partis en lui disant ça y est, c'est sympa, mais nous on a pris ce qu'on devait prendre et maintenant on s'en va. Donc ça c'est fondamental, il faut le savoir. Et c'est vrai que s'il fait ça et que c'est pipeau, il est en train de se tirer une balle dans le pied et ça pourrait effectivement tout changer en tout cas toute la donne que lui annonçait, Rose, voyage dans l'espace, t'inquiète, on part tous, on se donne la main à l'unisson et on chante dans la fusée. C'est pas tout à fait comme ça que ça risque de se passer. Oui, c'est vrai. Après, faut savoir qu'il a quand même une activité qui est ultra tentaculaire. Elon Musk, il a beaucoup de sociétés, on en parlait en privé tous les deux, ça va un petit peu de partout, mais il arrive quand même à faire des connexions entre Starlink, qui devait s'introduire en bourse d'ailleurs en 2022 aussi. Est-ce que ça va être le cas? On ne sait pas trop. Moi, personnellement, je suis pas client de toute l'offre télécom qui coûte beaucoup trop cher d'ailleurs, $99 par mois pour avoir Internet partout, mais il a déjà quand même développé une flotte d'environ 1700 satellites. Il a déjà lancé le projet, mais il a lancé qu'une V1. Et il sait que ces satellites, il l'a dit lui-même, ces satellites en version 1 ne vont pas être suffisants pour tenir le niveau de qualité et le niveau de débit. Bah oui, évidemment, la maintenance, c'est tout ça. Évidemment. Et il a besoin du coup de ces Raptors pour envoyer, parce que seuls les Starship, les fusées Starship peuvent envoyer la V2, j'ai plus le nom, c'est ça, c'est V2, peut envoyer les satellites V2 en orbite autour de la Terre et
proposer et développer, pardon, je perds les mots, développer l'offre de Starlink à plus grande échelle, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Alors Starlink, l'Internet absolument partout. En même temps, c'est vrai qu'avec l'avènement de la 5G, maintenant de la 6G, il va falloir ce type de process. Est-ce que c'est pas véritablement, encore une fois, une stratégie? Moi, quand le mec parle, je te garantis que j'essaie de réfléchir. La Libye, le coupable, la victime, c'est un peu comme un Cluedo, le garçon. Hein. Quand il te dit un truc, tu as intérêt à bien comprendre ce qu'il est en train de te dire. C'est le gars, effectivement, qui te dit vert, en même temps, il pense bleu, et toi, t'imagines jaune. Donc, tu vois, tu es dans le truc, tu as intérêt à bien te mettre en phase avec lui. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils nous disent à la fin de la semaine, youpi, on a des fonds, tout va bien, et tout est OK, et on va pouvoir même faire Starlink 2, 3, 4, 5, le retour, et tout va bien aller. Est-ce qu'on a encore de l'info là-dessus? Oui, bon, je parlais un petit peu de Starlink, ils ont, pour faire un tour d'horizon de ce qu'on sait de la société qui bosse avec SpaceX. On sait qu'il y a quand même déjà 140 000 utilisateurs, ce qui est un beau volet. Je ne m'attendais pas à un tel chiffre quand j'ai vu ça. Oui, c'est 99$ par mois et 149 000 utilisateurs. Ouais, c'est ça. Et par contre, j'ai bien regardé les tests de son offre, et c'est vrai que c'est assez bluffant, et c'est sans doute une offre, encore une nouvelle fois, une offre d'avenir. Ouais. C'est plutôt pas mal. Il faudrait peut-être qu'il aille voir du côté de la NSA, il pourrait dealer peut-être avec eux, ça lui permettrait de gagner encore un peu plus de clients. Ça, c'est certain. Ok, Axel. Autre chose sur Starlink? Et non, c'est terminé. Terminé. Un autre sujet? Et nous, on le voit toutes les semaines quand même, Musk. Toutes les semaines, c'est Musk. J'ai moi... On pourrait faire un édito spécial. C'est clair. J'ai moi un sujet de fin d'émission que j'aimerais effectivement vous évoquer, et j'aimerais en tout cas vous donner le fond de ma pensée et surtout vous encourager peut-être à regarder sur un volet particulier de la vie qui nous attend. Vous savez qu'en ce moment, tout le monde effectivement cherche, tout le monde commente ce qui arrive. Ça passe par la politique, l'économie, mais surtout la vie en général, notre société, l'humanité. Alors quand on regarde un petit peu, tout n'est pas rose. Hein. Il y a les migrants, il y a la pénurie des matières premières, les gens n'en parlent pas beaucoup. Il y a effectivement le pétrole, l'inflation qui est énorme. On attend un Jérôme Powell d'un moment ou un autre qui annonce la date de la rehausse des taux d'intérêt. L'endettement américain qui est absolument colossal. Quand tu tires un tableau, tu te dis c'est absolument énorme. Alors, où va-t-on trouver le bonheur dans les mois qui arrivent? Comment va-t-on vivre? De quelle manière? Comment allez-vous vous procurer de la richesse? Pourra-t-on dépenser son argent de la même manière? Et là, véritablement, si vous avez regardé l'émission de la semaine dernière, on a un peu d'actu avec Axel. On parlait des NFT la semaine dernière. Axel, il se dit, purée, où il veut aller? Où il va m'emmener là? Parce que là, il est parti le gars dans un truc. Où il m'emmène? On a un peu d'actu sur les NFT. Alors les NFT, ça va faire rebondir sur autre chose. Est-ce que vous avez vu qu'il y a eu un yacht qui a été vendu en NFT? C'est énorme ça quand même. Le mec a acheté un yacht virtuel. Excuse-moi du peu. Il y a des malades quand même. Il y a des grands malades. Oui, peut-être, oui, mais je me sens que c'est le projet Sandbox, si je ne me trompe pas, c'était $1 million pour 500 000 $. C'est complète. Est-ce que ça te choque ou pas, ça, Axel? Sincèrement, on va pas juger, mais est-ce que c'est choquant ou non? En même temps, le mec vient de s'acheter un bateau, pas besoin de pétrole, pas besoin d'anneaux, pas besoin effectivement de maintenance. Le mec est bien, quoi. Et il a trouvé le filon. Hein. Il paye rien du tout. Mais en soi, je serais tenté de vous dire que plus rien ne m'étonne depuis 2 années. On avance à grands pas vers on ne sait quoi. 1 million pour un bateau virtuel, est-ce que c'est moins cohérent que 2 millions pour une image, pour un JPEG? Je sais pas. En tout cas, sachez que si jamais SpaceX se casse la figure et qu'on s'éloigne des voyages dans l'espace, on se rapproche sûrement des voyages dans la réalité virtuelle, en particulier ceux de Metaverse, Mark Zuckerberg, l'ex-Facebook en tout cas, avec une valeur qui risque de grimper très fort. Les deux valeurs qui la suivent de extrêmement près, on a
Nvidia, bien évidemment, qui est sur le coup et qui risque de monter très, 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 très fort. Tout ce qui va toucher Metaverse et tout ce qui, effectivement, pour le moment, est poussé par Mark Zuckerberg est en stand-by. Quand ça va décoller, ça va faire du bruit, Axel. Oui, et puis il y a beaucoup d'autres acteurs, pas forcément sur les marchés financiers, qui vont tirer leur épingle du jeu. Euh, est-ce qu'on va pas vers une image un petit peu dystopique? J'ai plus les références, mais j'ai déjà vu des œuvres qui peignaient ce scénario de full virtuel où on se retrouve tous le soir dans un monde fabriqué de toutes pièces. Plus de problème de Covid, plus de problème de gasoil, plus de problème de pétrole, plus de problème de sida, tu rencontres qui tu veux, tu commences boum boum, blonde à forte poitrine, la touche 2, bam, le truc, tu rentres en boîte, tu fais rien, l'autre elle arrive. C'est quand même formidable. La seule contrainte, faut des lunettes. Si t'as pas de lunettes, tu touches pas. Pour l'instant, il faut des lunettes, mais on imagine très bien, vu la progression exponentielle de la technologie, on imagine très bien. Je pense ne pas me tromper en me disant que dans 10 ans, on n'a plus besoin de lunettes. On va se faire greffer la cellule dans le cerveau, des lentilles dans les yeux, et puis on n'aura plus qu'effectivement à s'imaginer. Moi, je trouve sincèrement que c'est triste, mais peut-être que d'ores et déjà, tout est déjà dans les routes, et peut-être que tout est déjà programmé, peut-être que déjà tout, effectivement, est déjà en place. Quand on regarde l'avancée de Metaverse, quand je regarde les images et les photos de Metaverse, je me dis que c'est pas possible que ça soit qu'un projet. Le truc est abouti, le truc fonctionne, le truc, effectivement, économiquement est viable, ça plaît à énormément de monde, et en plus, ce qui est absolument génial, tu n'as même pas besoin de matières premières, tu peux devenir boulanger, charcutier, astronaute, cosmonaute, t'imaginer une vie, tout ça, effectivement, ça sera dedans. Stéphane qui dit, on devient tous des Musk en puissance, ça c'est évident. En tout cas, encore une fois, si lui se pète la figure, ça va rendre service à beaucoup de monde, et il y a beaucoup de monde qui va en profiter. Et on pourrait se poser la question, et c'est marrant parce qu'on pensait la même chose avec Stéphane. Luc, Axel, vous qui nous regardez, sommes-nous réels? Est-ce qu'on est vraiment réel? Est-ce qu'on n'est pas dans un monde d'un mec au-dessus qui aurait déjà ses lunettes et qui serait avec des gants en train d'appuyer sur des touches en disant « Regarde-moi l'autre abruti avec ses lunettes, là on va le faire gueuler 2 minutes à la télé. Axel il met sa belle cravate, hop on va appuyer sur la touche effectivement de l'autre côté. » Si ça se trouve, tout ce qui est autour de nous ne reste qu'effectivement que du virtuel. On peut se poser la question. On peut se poser la question, ça me fait penser un petit peu à Matrix, tout ça. Bah oui. À Matrix. Bah oui. Et même aux mathématiques quantiques, et même aux dimensions, et même à tout un tas de paramètres qui ne seraient pas du tout complètement absurdes. Quand les mathématiciens, effectivement, vous en parlent, matière, antimatière et ainsi de suite, surtout les mathématiques quantiques, c'est vrai qu'on se dit qu'on serait pas loin de nous avouer quelque chose, que ça semblerait complètement réel. Mokrane dans le chat. Quelle est la différence entre vous et une salle de marché dans la défense? Tu vas dans la salle de marché dans la défense, ça pue. Tu viens chez nous, on gagne. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. Mais de toute façon, tu n'as pas besoin de nous pour le savoir. Si les mecs passent pour faire de la pub, ça vaut pas grand-chose, ça c'est clair. L'antimatière, absolument, Stéphane. Merci beaucoup pour cette belle émission, Axel. On s'est bien détendu, on a bien rigolé. En tout cas, ça nous a permis d'un petit peu y voir plus clair. On essaye de vous aider à comprendre effectivement tous les mouvements qui existent sur les marchés financiers. Axel, je finirai là-dessus, ça n'engage que moi. On attendait, il y a 15 jours, tu t'en souviens, on attendait 2% de descente. On en a eu quasiment 4. Maintenant, j'en attends plus 4, j'en attends 8, voire même 10. On serait un peu prédicteur que ça ne m'étonnerait pas. Les marchés, a priori, s'annoncent quand même côté vendeur. T'en penses quoi, toi, de ton côté, Axel? Oui, ça fait quelques semaines que j'ai une grande peur que tout s'écroule. La question, c'est à quelle vitesse et puis surtout avec quelle force. Oui, bien sûr. Quand on a une vision long terme, moyen terme, ça c'est encore plus important que quand on n'est pas beaucoup dans le marché ou qui fait de l'ultra court terme. C'est vrai que c'est une question que vous avez à vous poser, non?
Nous, on est sur les marchés tous les jours. On voit bien qu'on est dans un trading range depuis un certain temps et on voit bien qu'on attend qu'une chose, c'est qu'effectivement, claquer, c'est clair. Merci beaucoup, Axel, pour ta présence ce soir et en tout cas, on te dit à la semaine prochaine. On aura une petite coupure pendant les vacances, c'est certain, mais en tout cas, on apprécie énormément ton regard sur l'actualité économique. Passe une excellente soirée, Axel. Merci à vous et puis bonne soirée à tous. À très très bientôt. Je finis avec vous directement. Mokran, ne sois pas vexé. Quand on m'envoie des messages comme ceci, la plupart du temps, ce sont des gens qui disposent de services concurrents uniquement pour pouvoir effectivement faire leur promotion sur la chaîne de TV4 Money. Je vais te répondre simplement, Mokran, sois très intelligent et je sais que tu l'es. Ne choisis pas tout et n'importe quoi sous prétexte que tu as un mec qui raconte n'importe quoi, bien évidemment. Soyez prudents aujourd'hui encore pour vous faire sourire. On était sur un site tout à l'heure qui proposait de la formation au trading où le mec n'avait pas mis un seul, effectivement, résultat. Il avait soi-disant fait une enquête de satisfaction. Il en avait mis 3 et je vous jure que c'est vrai. 3 pour le même service avec des taux de satisfaction différents. Ça montre bien qu'on est véritablement non pas dans la réalité mais dans la virtualité. Si, Mokran, tu as envie de te rendre compte de ce que fait un des traders en live le matin, de 8h le matin jusqu'à 18h, 20h, tu peux aller directement, effectivement, jeter un coup d'œil en haut. Vous avez K égale le capital, effectivement, c'est 10 000 € tous les jours. Ce que dégage Genius en automatique, et sincèrement, c'est réel, puisque les gens sont autour de moi, ils le vérifient au quotidien, et c'est la réalité. 1843 €. Je précise qu'en début d'émission, on devait être aux alentours de 1100 ou 1150, et qu'on est monté de 700 € en automatique avec Autotrade dans la séance. On a fait 76 opérations, c'est un peu du mensonge, parce que 76 opérations, on ne les a pas faites, elle s'est démerdée. Genius et Autotrade. Genius, c'est l'algo qui trouve la stratégie. Autotrade, c'est celle qui envoie la stratégie chez le broker. En tout cas, c'est maintenant, oui, le trading version 2, terminé du Bund et des salles de marché à la défense. Le Bund est un produit allemand qui est un produit obligataire qui vient en concurrence aux produits actions. En tout cas, sache que si un jour tu as vraiment envie de le traiter, tu veux vraiment apprendre effectivement à gagner de l'argent sur les marchés, un seul numéro de téléphone 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11 ou alors genius-station.com. Tu rigoleras énormément de tout ce que peuvent proposer à droite et à gauche des gens qui n'ont pas évolué depuis 1990, on va dire. On est maintenant dans une réalité où les API contre les API, le trader garde la main dessus, mais pour autant, on doit aller vite et on doit sécuriser au maximum. C'était Luc pour cette émission Banque et Finance. Axel était avec moi, l'excellent Axel. On ne se lasse pas de sa présence. À tous, je vous souhaite une excellente fin de journée. Soyez prudents, take care, choose, enjoy. Ciao, bye bye.